Je me suis rendu compte, qu'en lisant ton livre, que le frein à l'amour, c'était la peur, finalement. Oui, la peur, je dis qu'on a deux choix, que c'est toujours ou l'amour ou la peur. Et quand on commence à analyser nos décisions, nos pensées sous ce prisme-là, on se dit, ah bah oui, c'est vrai. Très souvent, on est motivé par la peur. Mais parfois, on est dans le déni. On a du mal à le reconnaître. Et la peur, ça peut être aussi bien, par exemple, vous avez envie d'aller à un dîner spécifiquement. Pourquoi vous avez envie d'aller à ce dîner? Bah, peut-être parce que ça vous fait du bien pour votre image. Les gens qui sont invités à ce dîner aussi, vous avez envie d'être associé à eux. Et là, c'est pas l'amour qui guide, c'est la peur. Parce que si vous le faites, c'est pour répondre en fait à un besoin en creux. Alors que si vous y allez parce que la personne qui reçoit, mais alors vous entendez tellement bien et ça vous réjouit de passer du temps avec cette personne, c'est pas du tout la même démarche. Et là, c'est l'amour qui guide. Et je me suis aperçue aussi que souvent, quand je me laissais entraîner par des choix motivés par la peur, il m'arrivait des bricoles. Comme si on sortait un peu du rail et que du coup, eh bien, les choses étaient moins harmonieuses derrière. Donc c'est une question très intéressante en permanence à se poser. Et malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, la majorité des choix, des décisions sont prises par la peur. C'est très compliqué de revenir à cette notion d'amour. Et puis surtout d'être honnête avec soi et vraiment de se poser la question et de voir, ok, peur ou amour. Et la peur, évidemment, ça détruit alors que l'amour, ça construit. Tout à l'heure, tu as évoqué le mot sortir des rails. Comment on fait pour sentir que l'on n'est pas justement dans ce rail-là? Donc, ce rail d'amour. On travaille sur soi, on apprend à se connaître et à se reconnaître. On lâche la honte, parce qu'en fait, quand on commence à se regarder, on découvre qu'on a beaucoup de noirceur, beaucoup d'ombre, et que c'est pas nécessairement chouette ce qu'on voit. Donc, faut l'accepter. Pour moi, il y a une espèce d'abord de séparation, c'est-à-dire que on commence à être conscient de comment on fonctionne, de nos mécanismes qui nous plaisent pas nécessairement, parfois de notre petitesse d'âme. Et donc, on se regarde à distance et là, on se dit « Ouh, j'aime pas », donc on se sépare. Et puis après, on se réconcilie. On accepte que ça fait aussi partie de nous. Et là, on arrive à faire les choix des deux côtés. Mais d'abord, il faut sortir du déni un peu. Il faut sortir de la croyance que ouais, nous on est impeccable, c'est que les autres qui vont pas, qu'on crée pas les situations par nos attitudes, que la vie est injuste, qu'on est victime de ce qui se passe, voilà, trouver des excuses, là on est dans la peur quand on trouve des excuses. On n'est pas du tout dans l'acceptation. Et quand on arrête d'en trouver, qu'on se dit OK, je regarde qui je suis aussi et qui est 100% de responsabilité dans ce qui se passe, eh bien c'est là qu'on peut commencer à faire la différence et à sentir. Mais vraiment, c'est d'abord faire tomber le masque et arrêter le déni, quoi. On n'est pas obligé de raconter tout à tout le monde, mais déjà d'avoir cette clairvoyance-là vis-à-vis de soi, cette honnêteté, et puis de ne pas avoir honte de ce qu'on est. On a tous des travers, des choses où vraiment on aimerait mieux fonctionner autrement, avoir d'autres attitudes, mais ça se corrige, quoi. Et quand on commence à avoir la volonté de le corriger, on évolue. C'est aussi une façon de embrasser l'échec. Souvent, on a tendance, avec notre esprit aussi français, à pas aimer ça, les échecs. Là, en fait, on accepte que, ouais, on s'est planté, on a vraiment mal agi. Là, ce qu'on a dit, c'était ridicule. Et puis là, notre comportement, franchement, il était pas chouette. Donc, faut accepter ça et se dire, ok, j'ai fait ça, mais comment je réagis maintenant? Qu'est-ce que je fais? L'étape d'après pour essayer de remettre droit, même si je me suis plantée dans un premier temps. Et on se plante tellement souvent, la plupart du temps. Il nous faut de l'entraînement, quoi, avant de plus se planter. D'ailleurs, l'amour est une énergie, finalement. Je te cite, si l'amour n'est plus, ce n'est pas qu'il a disparu, c'est qu'il ne circule plus. Pour moi, c'est important de voir l'amour comme une énergie, parce que quand on le voit comme un sentiment, on est en train de courir après, on a une quête d'amour, on se sent mal aimé. Mais si on se dit que c'est une énergie qui est toujours là, et qu'en fait, on est ouvert ou pas à cette énergie, c'est complètement différent. Parce qu'il n'y a plus cette espèce de magie qu'on met autour, même si ça demeure magique dans ses effets, mais en fait, il y a des ficelles derrière. Donc, quand on commence à voir des ficelles, là, on se dit, ah, ok, donc là, si ça fonctionne pas, il y a une raison qu'on peut peut-être un peu récupérer. Donc, moi, je ne crois plus
à cette façon d'aimer où ça nous tombe dessus. Et non, si ça nous tombe dessus, ça nous est arrivé, c'est pas par hasard. Donc, on est allé chercher quelque chose, ça nous est arrivé à ce moment-là avec cet être-là parce que aussi on a attiré ça. Et puis quand on ressent plus d'amour, qu'est-ce qui se passe quand on a le cœur sec? C'est fermé, ça passe plus, ça circule plus. Mais la raison pour laquelle ça circule plus, c'est pas l'amour, c'est la relation. On est ultra incompétent en matière de relation. Et d'abord de relation à nous, parce que souvent on est étranger à nous-mêmes. On comprend pas nos besoins, on comprend pas nos réactions, on comprend pas ce qui nous met dans tous nos états, on n'a aucune notion de comment fonctionne notre système nerveux, de ce qui a façonné nos croyances, notre cerveau. On est là, on est dans le bocal et puis on essaye tant et bien de s'en sortir, mais on tourne en rond, quoi, en fait. Donc voilà, pour moi, quand on se dit si l'amour est une énergie, c'est que je peux apprendre à la maîtriser. C'est comme le feu, en fait. Le feu, on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est pas dangereux en soi quand on sait le maîtriser. Et ça va nous permettre de faire des tonnes de choses. L'amour, c'est à peu près pareil. Et si on sait pas le maîtriser, ou si on sait pas que ça existe, comme les premiers hommes qui n'avaient pas découvert le feu, voilà, ils vivaient sans feu. Mais ça leur manquait pas, ils savaient pas que c'était là. Mais quand c'est là et quand on voit comment on peut l'utiliser, on se dit waouh, c'est inouï tout ce qui peut se passer par ce biais-là. Et donc il y a différents états chimiques, on va dire. Donc il y a l'amour gazeux, l'amour solide, l'amour plasma, l'amour liquide. Et finalement l'amour liquide c'est ce qu'il y a de mieux entre guillemets. Ça circule. Exactement, ça circule. J'ai eu envie de les classer en états comme les états de la matière. Parce que quand j'ai fait mes recherches, à chaque fois, je mêle les neurosciences, les sagesses ancestrales, la médecine, la physique, et je fais des liens. Et puis, je me suis aperçue que ce qu'on avait comme définition de l'amour jusqu'à présent, c'était de la catégorisation morale. Donc, les Grecs, il y avait Eros, qui est l'amour romantique, Storgé, qui est l'amour amitié, l'amour filial, l'amour plus connecté à la nature, des choses comme ça. Et donc, il y avait aussi cette notion de moralité, parce que pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aimer son amoureux comme on peut aimer son enfant? On sent que la barrière, elle est mise parce que, évidemment, on ne souhaite pas qu'il y ait le même type de relation. Mais pour autant, quand on regarde le cerveau, eh bien, quand on est amoureux et quand on accueille un enfant, il se passe la même chose dans le cerveau. Donc, je me suis dit, voilà, là, c'est un état, en fait, de l'amour qu'on vit. Et on peut le vivre aussi quand on est dingue d'un chanteur, quand on est dans un mouvement politique et qu'on est hyper enthousiaste, quand on est dans une entreprise aussi, quand on lance sa boîte, on est dans cette espèce d'état amoureux de ce qu'on est en train de faire. Et donc ça, c'est ce que j'appelle l'état gazeux. Donc, on n'est pas contenu dans son être. Et dans le gaz, quand on regarde en physique, les molécules, elles sont dissociées. Donc, elles occupent tout l'espace. L'état gazeux, c'est aussi dans le cerveau la dopamine qui s'active. Vous savez, c'est le système de récompense, la dopamine. Donc, en fait, on prend nos shoots, quoi. On a besoin d'y aller parce que, waouh, c'est quand même trop bon. Et puis, ça se vit dans le futur. Après, l'état solide de l'amour, c'est un état où, justement, les molécules, elles sont toutes coincées comme ça. Donc là, c'est quand on a la relation bien établie. On a de la sécurité dans la relation, on sait que les gens sont là, donc on est en couple depuis longtemps, c'est notre famille, nos liens avec nos frères et sœurs, nos parents, nos grands-parents, des amis de longue date, mais c'est un peu serré, quoi. Il n'y a plus beaucoup d'excitation et chacun a sa place dans la relation, donc on connaît les interactions, on a un peu tout le temps les mêmes dynamiques, on vit beaucoup dans le passé, le solide c'est aussi le passé, mais en revanche, on se sent en sécurité. Après, il y a l'état plasma. Pour moi, l'état plasma, c'est cette notion d'amour inconditionnel. Donc, parfois, on est touché un peu par la grâce. Ça peut être par de la musique, ça peut être par un moment de vie dans la nature. On peut aussi avoir la foi. C'est cette notion de waouh, on se laisse envahir par un grand sentiment d'amour qui est beaucoup plus grand que nous. On se sent faire partie d'un monde beaucoup plus large, quoi. On est touché par une espèce de grâce. Et ça, c'est l'amour plasma. Et dans le plasma, il n'y a pas de lien entre les molécules du tout. Donc, ça veut dire qu'en fait, cet amour-là, on peut l'avoir pour son voisin, pour quelqu'un qu'on connaît pas à 10 000 kilomètres, pour sa famille. C'est un état d'amour encore plus ample et il est totalement intemporel. Et le dernier état, qui à mon sens est un mix de ces trois-là, c'est donc l'état liquide. Dans l'état liquide, il y a un peu de gazeux, donc un peu d'excitation, il y a un peu de solide, donc de la sécurité, et puis un peu de plasma inconditionnel. Parce que vraiment aimer,
c'est aimer de façon inconditionnelle. C'est pas, bon, bah, si tu te comportes bien, je t'aime. Si tu le fais pas, non. Oui, C'est il n'y a pas terrible. d'avantage, il n'y a pas de chantage, effectivement, là-dessus. Et malheureusement, on a beaucoup grandi dans des univers où justement c'était conditionnel l'amour. C'était tu fais ça et je t'aime, sinon je te fais la gueule, sinon je te punis, sinon. Donc faut qu'on apprenne aussi à savoir aimer, mais en mettant des limites. Aimer, ça veut pas dire être gentil. Et souvent, on a la tendance à croire ça, donc ça crée de tout accepter. C'est pas du tout l'amour, hein, c'est la peur. Hein. Parce que quand on accepte tout, c'est parce qu'on a peur que l'autre s'en aille. C'est pas du tout parce qu'on l'aime. Donc, faut bien remettre les choses à leur place. Et quand on est dans cette espèce de notion d'amour liquide, et ben justement, ça circule hyper bien. Et on voit que on y a toujours accès. Et c'est à nous de faire les petits alchimistes, de rajouter un peu de plasma quand il faut, un peu de dopamine et de gazeux quand il faut aussi, un peu de sécurité. Donc j'explique comme ça dans le livre comment est-ce qu'on recrée les équilibres, qu'on sait où est-ce qu'on est, et puis les raisons aussi pour lesquelles on passe d'un état à un autre.